Sénat. Bah, je croyais qu'il y avait que des mines et des corons. On est chez les ch'timis, chez les picards, chez les flamands, petit gars, un peu de tenue. Waouh! Ah, la belle marécage non. Trop grande pour toi, fiston. 6,25 m de haut sans les talons. Au moins 6 mecs pour la porter. Toutes les mêmes. Allez, ça fait à peine 600 ans que la tradition est transmise, de génération en génération, de père en fils, de la grand-mère à sa toute petite fille. Et ça se réinvente comme c'est pas permis. Eh là, ça balance, son monsieur doit pas être bien loin. C'est les gaillants de Douai, les géants de Douai si tu veux traduire, les tout premiers de la région, la race des nobles qui nous disent. Et celui-là avec sa tête de mineur? C'est Cafouniette, le Toto des gens du Nord, inventé par un minier poète. T'as la petite histoire qui va avec? Ouais, affamés après 100 ans de travail, on les parquait ainsi que du bétail dans les corons. C'est du Zola. Alors là, tu m'en bouches un coin, fiston. À quelques mots près, c'est bien ça. La mine, dis-toi bien que ça s'oublie pas. Eh, regarde, il y a comme un petit air dégaillant. C'est Jaco et Fillon, avec le der des der, le petit bambin. Ben, adolescence difficile et tout et tout. Comme dans la vie, il y a même des mariages mixtes avec publication des bancs, s'il vous plaît. Tiens, voilà les Belges. Et là, c'est Rose Papa et sa petite bonne femme qui vont négocier quelques centimètres en plus ou en moins avec les géants de Douai, va savoir. Il y en a ailleurs? Au Portugal, même en Espagne. Mais les 300 géants du Nord, fiston, c'est bien de chez nous et c'est notre patrimoine. Il y en a qui meurent? Ah, c'est de l'osier, fiston. C'est comme de l'humain, c'est fragile. Dis, tu sais ce que ça veut dire, ch'timi? C'est une insulte. Non, un lien du sang, une amitié. Ça veut dire toi. Et moi? Tradition et savoir-faire. Mon identité? Ta créativité. Raconte-moi. Sauvegarde-le. Mon patrimoine culturel immatériel. Mon patrimoine Vivant. Retrouvez-nous sur notre site internet. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre en direct l'audition de Cécile Duflot, la ministre du Logement. Elle est entendue par les sénateurs de la Commission des Affaires économiques sur le plan d'urgence en faveur du bâtiment présenté la semaine dernière par le gouvernement. Alors la principale disposition de ce plan d'urgence est la mise en place d'une taxe, d'une prime exceptionnelle de 1 350 € pour les ménages les plus modestes qui rénovent leur logement. Alors sans plus tarder, direction la salle Clémenceau pour écouter la ministre Cécile Duflot. Bon après-midi à tous. Et éventuellement désigner un rapporteur qui intrigue beaucoup pour le moment pour être nommé, mais que je freine des cas de fer. J'espère d'ailleurs, Madame la ministre, que comme pour les derniers textes sur le logement, ce projet de loi pourrait être discuté en priorité au Sénat. Et ce serait une marque de reconnaissance de ce que nous avons vécu concernant la loi Duflot 1. Merci Madame la ministre, vous avez seule la parole. Monsieur le Président, d'abord je vous remercie de m'accueillir, je vous remercie de votre invitation et de l'attention que vous portez à ces dossiers. Vous avez raison d'évoquer le travail que vous avez mené avec la FFB et la CAPEB. Ce secteur nécessite de la part de l'ensemble de la puissance publique un intérêt marqué. C'est un secteur porteur d'emplois, durable, non délocalisable et c'est un secteur qui est aujourd'hui en situation difficile. Et en même temps, c'est un secteur qui fait le lien avec un sujet, la question du logement, qui est un sujet décisif pour l'ensemble des habitants de notre pays. Nous avons déjà eu longuement l'occasion ici de faire le point sur la difficulté d'une grande partie de la population au regard du logement, entre ceux qui, dans les zones tendues, ne peuvent pas avoir accès à un logement de qualité ou avec un confort normal du fait de leur composition familiale, du fait du coût des loyers qui, sur certaines régions de notre pays, a augmenté de manière extrêmement forte, ceux qui sont en situation de mal logement lié à la qualité du logement, à la précarité énergétique de celui-ci, voire même, et depuis la conférence de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, nous avons pris ce dossier à bras-le-corps, ceux qui sont aujourd'hui en situation de nécessiter un hébergement. Je ne reprendrai pas devant vous les chiffres de la construction, ils sont mauvais comme ils l'étaient l'année dernière, je tiens à le dire, c'est une deuxième année consécutive difficile pour le bâtiment, il ne peut pas être dit par quiconque que la responsabilité
responsabilité, un combat tel ou tel. En matière de logement et de construction, les cycles sont souvent des cycles durables. Une décision que nous prendrions ici aura un impact, c'est certain, à la fois à court terme et à moyen terme, mais c'est sur le long terme que l'on vérifie l'efficacité réelle de ces mesures. Et pour pouvoir dire les choses, les effets pervers de certains dispositifs fiscaux n'ont été vus qu'à moyen terme après la construction, et c'est aujourd'hui que l'on constate sur certaines communes de notre territoire des immeubles vides qui, pour leurs propriétaires, donnent lieu à une perte financière très importante qui sont liées aux effets secondaires de certains dispositifs. La volonté du gouvernement sur ce dossier, c'est à la fois de répondre à l'urgence et de travailler aux réformes structurelles. Vous avez donc opportunément rappelé deux dossiers, le plan d'investissement sur le logement présenté par le président de la République à Alfortville la semaine dernière, et le projet de loi que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter ici comme une seconde étape après la première loi que vous avez effectivement votée avec plaisir, je crois, puisque vous l'avez fait 2 fois. Donc, ce plan d'urgence vise à déverrouiller un certain nombre de dispositifs simultanément pour donner le coup de fouet nécessaire sur des questions sur lesquelles, pour certaines d'entre elles, tout le monde s'accorde à dire qu'elles auront un effet immédiat, à la fois sur des questions normatives, sur des questions financières, sur des questions d'équilibre du parc. D'abord, un premier volet du plan qui vise à faciliter les projets urbains et l'aménagement, notamment par le raccourcissement des délais de procédure. J'ai déjà eu l'occasion de dire à quel point l'augmentation des délais de traitement des recours sur les permis de construire et les recours malveillants de type quasiment mafieux, puisque c'est développé, y compris de la part d'anciens professionnels du secteur, une activité visant à racketter, je pense que les termes sont exacts, ceux qui déposent des permis de construire avec des recours et en échange d'un abandon de celui-ci qui est corrélé à une somme d'argent, d'ailleurs des personnes qui n'ont aucun lien et aucun intérêt direct à agir sur le dépôt de ces recours. Donc il est très clair pour nous qu'il faut à la fois raccourcir les délais de traitement des recours actuels et dans le futur faciliter des dispositions qui permettront notamment sur les plus grosses opérations d'avoir des délais de traitement plus rapides. Ce sont aussi des dispositifs qui peuvent sembler marginaux, qui, je le dis, seront très efficaces, notamment la création du géoportail, c'est-à-dire la mise en ligne de tous les documents d'urbanisme. Aujourd'hui, un architecte doit courir, dans certains cas, les services de l'urbanisme pour récupérer le PLU, en faire une photocopie à ses frais, laborieusement, retrouver les horaires d'ouverture. La mise en ligne de tous les documents d'urbanisme sera de nature, avec une cartographie qui me permettra un recoupement, ce qu'on appelle donc un géoportail, sera de nature à faciliter le travail de tous les professionnels du secteur, et ce très rapidement. Il faut en revanche une disposition législative pour faire en sorte que ce dispositif fonctionne. D'où l'intérêt, pour répondre en partie à votre première question, du recours aux ordonnances sur un certain nombre de sujets. Il ne s'agit pas de forcer la main du Parlement, bien au contraire, il s'agit simplement sur des dispositions sur lesquelles tout le monde convient qu'elles seront assez utiles et efficaces rapidement, de gagner entre 6 mois et 1 an dans leur mise en œuvre effective. Ce sont aussi des dispositions plutôt techniques, notamment le taux maximal de garantie d'emprunt pour les opérations d'aménagement. Aujourd'hui, avec le renchérissement des critères qui sont posés par les banques, on voit qu'il y a aussi un frein sur le lancement des opérations. Nous amènerait sur un débat sur les garanties prudentielles plus important, mais en tout cas, il est certain qu'un certain nombre de ces dispositifs permettront d'aller plus vite. Tout comme il nous semble nécessaire, comme je l'avais dit à l'occasion de l'abrogation du dispositif des 30%, que le travail sur la densification continue de se faire. Alors de se faire dans le cadre du projet de loi, et les choses là suivent leur cours, mais aussi sur un sujet qui est un sujet qui n'est pas marginal, puisque rien qu'en Île-de-France, on peut compter 3 millions de mètres carrés de bureaux vides. Je veux parler de la transformation des locaux de bureaux en logements. Ce sont des bâtiments déjà construits, mais qui, pour certains d'entre eux, se trouvent sur des zones considérées comme des zones d'activité au titre du PLU et qui ne pourront être transformés en logements qu'à l'issue d'une modification de ce PLU, donc avec un travail très long et des durées très longues. Il nous semble nécessaire de pouvoir accélérer ces dispositifs, en particulier en zone tendue à proximité des transports en commun, tout comme les obligations de parking qui pèsent
Sur les transformations, aujourd'hui, si vous voulez transformer un immeuble de bureau sur certaines zones, il faut créer 2 niveaux de sous-sol. Autant vous dire que le budget qui peut y être alloué est simplement impossible, alors même qu'on peut imaginer faire des petits logements, en particulier pour des jeunes, et y compris à proximité des transports en commun. Ces opérations sont aujourd'hui impossibles à équilibrer financièrement. Nous voulons aussi sécuriser les opérations en VFA et faciliter la gestion de la trésorerie des entreprises du bâtiment par une adaptation de la législation. Ce sont des demandes pour lesquelles tout le monde s'accorde à dire qu'elles sont justifiées, présentées par les entreprises du secteur depuis de nombreuses années, auxquelles nous sommes que nous pouvons donner droit très rapidement pour faire face à la situation difficile. Nous souhaitons aussi, dans le cadre de la logique de mixité dont je parle à chaque fois que je vous parle de ces projets relatifs au logement, favoriser la mixité et donc développer le statut du logement intermédiaire. Ça permettra de répondre à une partie du débat qui avait eu lieu autour de la loi sur l'augmentation du plancher de logements sociaux de 25% dans les communes concernés par la loi SRU. En créant cette catégorie de logements intermédiaires, dans les PLH, les collectivités locales pourront faire en sorte d'insérer la nécessité de construire ce type de logement intermédiaire. En le dotant d'un statut, on pourra éventuellement, dans un deuxième temps, travailler à un environnement législatif, voire fiscal, qui permettra le développement de ce maillon de la chaîne résidentielle nécessaire, celui de logements à un niveau de loyer intermédiaire entre le parc social et le parc locatif privé. Il est absolument nécessaire, dans une période aussi difficile, que le rôle contracyclique des bailleurs sociaux prenne toute sa mesure. Pour ça, nous avons d'ores et déjà mobilisé un certain nombre de dispositifs, l'augmentation des aides à la pierre, la mutualisation des fonds propres des différents organismes, et également la mobilisation d'Action Logement à hauteur d'1 milliard d'euros supplémentaires d'équivalents subventions qui seront délivrés en même temps que les subventions d'État sur la surcharge foncière, c'est-à-dire avec une automaticité et une instruction de dossier très rapide. C'était aussi ma volonté que ce financement complémentaire ne donne pas lieu à des tracasseries administratives supplémentaires. Mais, et le président de la République en a fait l'annonce, dès le 1er janvier 2014, toutes les opérations livrables à compter du 1er janvier, donc pas seulement celles qui seront déposées, mais livrables, de construction et de rénovation de logements sociaux feront l'objet d'une TVA à 5%. L'objectif de ce choix en matière de baisse de la TVA, c'est que du fait de ces contraintes particulières et notamment d'un niveau de loyer maximum imposé, la capacité du mouvement USH à construire davantage de logements dépend du taux de consommation de fonds propres opération par opération. La baisse du taux de TVA a un effet mécanique immédiat sur la consommation des fonds propres et donc là aussi mécanique et mathématique sur la possibilité pour les organismes de construire davantage. Je le dis de façon très simple, aujourd'hui nous sommes sur un fil de l'eau à 100 000 logements. Vous savez que l'objectif du gouvernement c'est 150 000. Je crois qu'avec tous les dispositifs dont je viens de parler, les moyens existent. 50 000 logements réalisés, c'est 85 000 emplois directs et semi-directs, je ne compte même pas les emplois indirects, dès l'année 2014. C'est donc un élément absolument décisif puisque, au-delà de l'engagement du gouvernement en faveur de l'emploi, vous avez, avec le plan d'investissement logement, une traduction concrète du comment et des moyens que nous nous donnons pour atteindre cet objectif. Enfin, sur la question foncière, où vous savez qu'il était absolument nécessaire d'agir, les décrets d'application de la loi foncier public vont être publiés dans les jours qui viennent. Nous avons souhaité, mais je crois que ça faisait partie d'un certain nombre de débats parlementaires, créer un module, une gouvernance efficace de ce plan de mobilisation. Je peux vous dire qu'y compris sur certains dossiers, je les suis personnellement pour que nous aboutissions très rapidement à des sessions effectives. Il y aura également, le président l'a dit, la fin des abattements pour durée de détention pour le calcul des plus-values des terrains à bâtir, des friches commerciales et des logements inhabitables afin de lutter contre la rétention foncière. Pour ce qui est de la simplification de la vie des professionnels, je pense que vous avez été sensibilisés aussi à cela par les organismes professionnels. Il a été décidé un moratoire sur les normes nouvelles de techniques de construction de 18 mois. Les professionnels ont dit qu'effectivement l'addition des normes sismiques, des normes de prévention incendie, des normes
environnementales et des normes handicap en quelques mois ont été difficiles à additionner simultanément. Nous avons donc décidé qu'après ce moment normatif, nous aurions une pause et que les professionnels pourraient donc travailler sereinement sans aucun risque en matière de qualité de construction. Nous avons aussi décidé de mettre en place l'auto-liquidation de la TVA. Pour ce qui est du grand chantier de la rénovation énergétique dont vous avez parlé, Monsieur le Président, sur lequel nous avons effectivement travaillé avec Delphine Batho, il est très clair que l'objectif du gouvernement est de tenir les engagements pris par le Président de la République, 500 000 rénovations par an, 380 000 dans le parc privé, 120 000 dans le parc social, notamment grâce à la TVA à 5%. Et pour cela, de s'adresser directement aux bénéficiaires de ce plan de rénovation, je veux parler des ménages. Nous avons décidé de mettre en place, d'ouvrir les critères qui donnent accès à une subvention pour la réalisation de ces travaux de rénovation thermique. Ce seront désormais 2/3 des ménages français qui seront concernés par cette aide directe de 1 350 € et cumulable évidemment avec le CIDD. Je rappelle que le crédit impôt développement durable, mis en place en 2005 par le précédent gouvernement, et je le dis parce qu'il faut dire les choses, est dispositif qui a montré son efficacité, notamment du fait de son statut de crédit d'impôt qui permet un remboursement aux personnes qui ne payent pas d'impôt et pas seulement une déduction à ceux qui en payent. Ce crédit d'impôt va être redimensionné, il sera évidemment lui aussi cumulable avec l'éco-PTZ, éco-PTZ que nous voulons voir certifié par les entreprises certifiées Grenelle, pour que nous soyons en situation de pouvoir débloquer des dossiers qui sont aujourd'hui bloqués à l'instruction dans les banques. Nous mettrons évidemment en place, mais ça je l'avais déjà dit, un guichet unique et un numéro vert pour simplifier l'accès à ce dispositif. Aujourd'hui, il faut parfois s'adresser à 3, 4, 5 intervenants pour pouvoir avoir l'ensemble des informations, et surtout parce que la question de la lutte contre la précarité énergétique est une des priorités du gouvernement. Nous avons, j'ai signé avec l'ANA une convention pour le recrutement de 1000 ambassadeurs de la rénovation énergétique au titre des emplois d'avenir et du service civique. Ces ambassadeurs auront pour mission d'aller au-devant des ménages victimes de précarité énergétique qui ne sont pas forcément ceux qui se signalent le plus. Je veux en particulier penser aux personnes âgées qui sont isolées, qui sont dans des logements dont ils sont propriétaires et qui pensent souvent ne pas avoir de droit à ce type de dispositif, ou qui sont craintifs du démarchage par certains professionnels, dont certains qui ont tablé sur certains dispositifs précédemment l'ont fait avec peu de légèreté, voire peu de professionnalisme. Donc ces ambassadeurs de la rénovation énergétique auront cette mission de lutter contre la précarité énergétique et pourront s'appuyer sur un dispositif renforcé pour les personnes les plus modestes en situation de précarité énergétique qui, elles, bénéficieront d'un montant de subvention de 3 000 € pour les travaux réalisés. Je crois avoir fait le tour de l'ensemble du dossier en vous disant que la volonté donc du gouvernement, c'est bien de répondre à l'urgence de façon cohérente avec la réforme de structure sur laquelle nous travaillons, mais de ne pas faire abstraction de ce travail sur le projet de loi, puisque nous travaillerons également sur les questions de règles d'urbanisme, d'articulation entre les différents niveaux de schéma, des niveaux régionaux aux PLU qui auront vocation à devenir des PLU intercommunaux, travailler sur les questions de copropriété, du rôle des syndics et des professionnels de l'immobilier, bref, toutes les questions que nous avions déjà eu l'occasion de présenter et de discuter ensemble, mais sur lesquelles nous reviendrons sans doute. Pour répondre très précisément à votre question sur le calendrier, la nécessité de faire des ordonnances est apparue pour des questions de délai et de raccourcissement des délais. Vous connaissez mieux que moi la tension sur le calendrier parlementaire. Le projet de loi a, lui, pour objectif d'être adopté avant la fin du mois de juin. Et donc, sa présentation et sa première lecture, pour lequel il n'est pas arrêté, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais ce sera avec plaisir que je viendrai devant vous. J'ai toujours passé de grands moments de débat parlementaire au Sénat avec un très grand plaisir, Monsieur le Président. Donc, en tout cas, je ne ferai pas partie de ceux qui
parmi mes collègues, ça existe, qui ne souhaitent pas venir vous voir les premiers en considérant que c'est plus difficile, pas pour moi du tout. Mais je vous dis, les dates ne sont pas arrêtées, notamment parce qu'il y a la réunion du Congrès et l'impact sur le calendrier parlementaire. En revanche, pour ce qui est du projet de loi d'habilitation, dont je tiens à le redire, il ne s'agit pas d'avoir un débat, enfin on peut évidemment avoir un débat principiel et théorique sur les ordonnances. Comme vous le savez, dans le cadre de la Constitution de la Ve République, les ordonnances sont très sévèrement contrôlées par les parlementaires que vous êtes. Le projet de loi d'habilitation sera détaillé sur le contour des dispositions qui pourront être adoptées. L'objectif, ça n'est absolument pas de contourner qui que ce soit. Au contraire, c'est sur des questions sur lesquelles nous avons avancé. Je peux dire d'ailleurs sur des questions sur lesquelles la précédente majorité avait avancé, nous puissions faire en sorte qu'elles soient mises en œuvre plus rapidement pour répondre à une situation d'urgence dans le secteur. L'idée est donc que le projet de loi d'habilitation à ce stade soit présenté le 17 avril au Conseil des ministres. Pour la date exacte d'examen à l'Assemblée nationale ou au Sénat, à ce stade, je ne peux pas vous la dire avec certitude. Mais vous avez compris que ce sera le plus rapidement possible, évidemment. Vous avez compris, Madame la Ministre, que c'est un domaine qui intéresse tout particulièrement les collectivités concernant tous les problèmes de logement, d'urbanisme. Ce sont bien, a priori, le Sénat qui est le premier concerné, parce que d'après la Constitution, qui est censée représenter les collectivités et les territoires. Et donc, voilà, je répète mon invitation, pressante peut-être, Madame la Ministre, mais j'espère... J'en ferai part au ministère des Relations avec le Parlement et en dialogue avec le Président de la République et le Premier ministre sur ces questions. Bien. La parole est à Monsieur Claude Berry-Debat. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais d'abord saluer les mesures annoncées jeudi par le Président de la République. C'est un véritable plan d'urgence qui était attendu par les professionnels du bâtiment. Et quand nous avions rencontré ensemble à la fois le président de la CAPEB et le président de la Fédération française du bâtiment, il nous avait attiré notre attention sur l'urgence de ces mesures attendues. C'est fait, dont je me félicite de ces mesures. Je voudrais également saluer l'implication très forte à la fois du président de la République, du gouvernement et de vous-même, Madame la Ministre, que je félicite, puisque après une série de mesures, le premier qui était notamment dans la première loi du feu dont j'étais le rapporteur, avec la mise à disposition du foncier, après l'encadrement des loyers, après je dirais des mesures d'incitation à la construction, après le relèvement du livret A, on arrive aujourd'hui à des mesures qui sont importantes et qui sont importantes à mes yeux à deux niveaux. D'abord sur le plan économique, parce que ça va permettre de booster, de relancer l'activité du bâtiment, et puis au niveau social, puisqu'en fait ça va créer du logement social qui est une demande très forte au niveau de nos concitoyens. Sur les mesures elles-mêmes, vous les avez détaillées, je voudrais simplement mettre l'accent sur la baisse du taux de la TVA. Vous l'avez dit vous-même, cette baisse du taux de la TVA à 5%, c'est une baisse, elle n'a jamais été à ce niveau-là. L'ancien gouvernement l'avait menée à 7, l'avait montée à 7%. Comme vous l'avez dit, mécaniquement, c'est un autofinancement par logement de 6 000 € et ça représente, comme vous l'avez dit, à peu près 22 500 de mémoire logements qui pourraient être produits mécaniquement par cette mesure fiscale. C'est une mesure qui était attendue, je vous le rappelle, mes chers collègues, par l'ensemble des gens que nous avions rencontrés et nous étions notamment engagés au niveau de cette commission, à plaider pour qu'on puisse baisser le taux de TVA à 5%. Certains le voulaient pour tout, nous l'avons fait pour le plan social, donc je me félicite. Alors, je ne sais pas si l'action que nous avons menée est déterminante, mais elle a dû permettre voilà, d'arriver à ce résultat. Je n'évoquerai pas le plan de rénovation énergétique, vous en avez parlé aussi. Je pense que c'est très très important. Les 1 350 € pour des ménages à revenus moyens, ils sont bien entendu plafonnés à un niveau de ressources, me semble, en plus du dispositif que vous avez amplifié, me semble un très bon dispositif pour relancer également le secteur du bâtiment. Donc voilà, donc je salue les efforts et le travail que vous avez mis en place. Je voudrais vous poser deux questions.
en plus de celles qui ont été posées par notre président, éminent président. La première concerne la publication des décrets concernant les décotes, la décote, puisque en tant que rapporteur, rappelez-vous, nous étions battus pour inverser un peu. On voulait qu'on parte de zéro. Enfin, les terrains étaient donnés gratuitement. Bon, nous avons eu l'effet inverse, mais je voudrais savoir quand c'est que ça va rentrer en vigueur et surtout quand c'est que nous allons connaître la liste des terrains sur lesquels nous allons pouvoir travailler. Ça me semble très important. Et la deuxième question concerne le pacte avec l'Union sociale pour l'habitat. Nous allons recevoir demain le président. Quel est le contour exact de ce pacte et quelle est la mise en application de ce pacte? Donc deux questions toutes simples mais qui peuvent nous éclairer sur les efforts supplémentaires à faire en matière du logement social. Merci. Quand vous dites, jeune homme, que c'est deux questions simples, enfin, ça mettra peut-être un peu plus de temps. Madame Lamure. Oui, merci Président. Madame la Ministre, dans les dispositifs efficaces en faveur du logement locatif, il y avait le dispositif Cellier qui a donc pris fin au mois de décembre. Vous y avez substitué le vôtre, que je ne critique absolument pas, mais je m'interroge sur la raison qui vous a conduit à ne pas faire cohabiter, au moins pendant une période, les deux dispositifs. Ça aurait sans doute évité cette espèce de trou d'air que ressentent aujourd'hui les professionnels de la construction en matière de logement. Donc c'est quelque chose qui a eu lieu par le passé. Je crois savoir que les dispositifs Kiles et Méhaignerie avaient été maintenus pendant une période de 1 an ou 2 ans, et que presque 2 ans, et que donc ça avait été un bienfait. Ensuite, concernant le financement du logement HLM, est-ce que vous n'envisagez pas de dispositions qui pourraient permettre de dégager des financements pour les constructions nouvelles et qui pourraient être une décote, mais une décote importante sur les ventes de logements HLM aux propriétaires occupants, et ce qui permettrait de cette manière de dégager des financements pour les nouvelles opérations. Et puis enfin, concernant la TVA, donc là, nous avons bien noté la baisse de la TVA à 5%, mais les professionnels du bâtiment et plus particulièrement les professions artisanales sont inquiètes de l'arrivée de la TVA à 10% à partir de janvier prochain sur les travaux de rénovation. Et on sait bien que lorsque nous avions assisté au passage de 19,6 à 5,5, mais immédiatement il y a eu un rebond d'activité dans ces professions et les mêmes espéreraient bien à nouveau les mêmes effets dans la mesure où la TVA serait maintenue à 5,5 ou à 7 comme actuellement. Et que pensez-vous faire dans ce domaine-là? Je vous remercie. Si, je vous signale que vous êtes à peu près 10 à l'heure actuelle à demander la parole. Donc je vous demanderai, si possible, d'être concis, ce qui pourrait changer pour les gens de Toulouse, par exemple. Mais Madame Mireille Schorsch. Merci, Monsieur le Président. Les Bourbonnais sont toujours très concis. Alors, merci, Madame la Ministre, pour cet exposé clair, rapide, mais nous saluons un grand nombre de ces mesures. J'ai 9 questions à vous poser. La création, mais je vais aller vite. La création d'un géoportail de l'urbanisme par numérisation, dont vous avez parlé, c'est une bonne mesure. Qui va la payer? Deuxième question, vous avez parlé de transformer les bureaux en logements et donc des bureaux vacants. Où en est la réflexion sur la vacance? Vous nous aviez dit que c'était une question qui bloquait l'instauration d'une taxe sur les bureaux vacants, entre autres. Où en est cette question? Alors, la TVA, bien sûr, à 5%, ne sera que pour la rénovation thermique des logements sociaux et leur construction. Nous le regrettons. Il eût été sans doute plus favorable pour ces constructions de rajouter la réhabilitation, parce que ça va être compliqué d'ailleurs de faire la différence entre réhabilitation et rénovation thermique. C'est tout.
Alors la réhabilitation fait partie, alors vous allez nous préciser ce point. Et puis, écoutez, la TVA à 7% pour tout le reste, sans doute que les professionnels l'attendaient. Quatrième question. Elle est à 10, elle n'est pas descendue. Elle est à 10, oui, c'est ça. Pourquoi ne pas avoir instauré, comme nous l'avions proposé, un prêt à taux zéro pour les offices HLM, qui, à mon avis, serait une bonne mesure. Cinquième question, vous avez parlé du coût du foncier et lutter contre la rétention foncière, dites-vous. Nous avons beaucoup, vous le savez, fait des propositions sur le foncier et nous avions parlé d'un rapport sur la possibilité d'un mécanisme d'encadrement de la valeur du foncier. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez progressé sur cette idée qui nous paraît bien sûr extrêmement important, mais vous aussi d'ailleurs, pour la maîtrise du coût du foncier. Nous avions aussi fait la proposition suivante, lorsqu'il y a un projet d'aménagement, que le coût du foncier soit stoppé au début de ce projet d'aménagement, puisqu'en général, c'est des effets d'aubaine qui permettent à tout le foncier environnant d'augmenter considérablement. Vous parlez des ambassadeurs et d'un guichet unique. Nous sommes favorables, bien sûr, à ce guichet unique, tout le monde le constate. Il peut être financier, il peut être aussi technique, parce que les personnes qui s'engagent dans la rénovation thermique ont besoin d'aide pour le financement de leur projet, mais aussi technique. Et on a remarqué qu'entre les diagnostics, les artisans, etc., il y avait beaucoup de confusion. Et quel sera le statut de ces ambassadeurs? Dans quel cadre seront-ils? Dans les espaces info-énergie, dans l'ADEME, je ne sais pas. Ensuite, la dernière question, pardon. Pour les expulsions locatives, vous avez parlé d'un moratoire jusqu'au 1er avril. Nous considérons, pour ce qui est de notre part, de continuer ce moratoire au-delà du 1er avril, tant c'est humainement compliqué, ces expulsions, à condition de prévoir sans doute une indemnisation pour les propriétaires. Voilà, Madame la Ministre. Merci. Concernant le foncier, ce serait bien, Madame la Ministre, si je peux être un peu directif, qu'on comprenne bien quels sont les projets, en particulier d'inversion de la fiscalité. C'est quelque chose qui est dans l'air, je sais, mais je ne sais pas si c'est mûr. Autrement dit, plus vous retenez à l'heure actuelle un foncier, moins vous payez. Il faudrait inverser la proposition ou alors prendre la solution nordique qui consiste à taxer sur la valeur vénale. Non, c'est pas Madame la Mure, Monsieur Calvet. Non, mais tu vois l'attention que je te porte. Oui, si, Monsieur le Président. Si, je fais con. Bon. Ne rougissez pas, Madame. Monsieur Calvet. Oui, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord m'associer aux deux questions que vous avez posées au départ, parce que je pense que le Sénat mérite effectivement que ce débat-là soit en premier dans notre hémicycle. Je voudrais aussi rappeler que ce plan d'urgence arrive quelques semaines seulement après le vote d'une loi sur le logement, dont vous nous aviez annoncé qu'elle devait assurer la construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. Je m'étais d'ailleurs efforcé d'expliquer sans succès que vous ne pourriez pas malheureusement atteindre cet objectif, car les collectivités locales ne peuvent plus emprunter à des taux acceptables pour boucler leurs opérations et que les opérateurs privés connaissent des difficultés pour réaliser leurs objectifs. Ce plan d'urgence a néanmoins le mérite d'exister et je constate que vous tentez de répondre à plusieurs préoccupations que nous avions formulées lors du débat, tenter d'endiguer la multiplication des recours, la suppression programmée des incitations fiscales à la rétention de terrain et, la plus importante peut-être, vous instituez un moratoire sur les normes pour 2 ans. Je crois que ça c'est très important et je vois toutefois 2 objections majeures au succès de ce plan. Le temps de la construction n'est pas celui de la communication et la relance de la machine ne se fera pas tant que la crise persistera. Vous ne réglerez pas le premier problème du logement qui est celui de son financement, j'y reviendrai tout à l'heure dans mes questions, et les opérateurs publics peinent à boucler leurs emprunts et les personnes privées ne peuvent plus emprunter malgré les taux très bas.
Alors le gouvernement du Royaume-Uni, j'ai lu dans les Échos du 22 mars dernier, s'apprête à garantir 133 milliards de livres de prêts immobiliers pour relancer la filière. Et à mon avis, c'est une mesure qui va fonctionner. Voilà, alors je précise que cette solution anglaise est sans impact sur le déficit public et la dette, et donc peut-être qu'on pourrait essayer de regarder cette question. Le plan que vous proposez, lui, se contente de réserver 400 millions d'euros d'efforts publics aux seuls HLM à travers la baisse de la TVA, dont je reviendrai tout à l'heure. C'est une bonne chose, mais cela ne règle pas la question du financement des opérations. Et j'ai donc deux questions. La première, j'avais attiré votre attention à deux reprises lors du débat du 9 novembre et du 17 décembre sur le problème des garanties d'emprunt nécessaires aux opérateurs HLM pour accéder au crédit de la Caisse des dépôts et des autres banques. Ces garanties d'emprunt données par les collectivités sont de plus en plus difficiles à obtenir. Pourquoi? Parce que dans les organismes de notation, elles-mêmes, ils sont maintenant de plus en plus comptabilisés comme une vraie dette, comme un encours de dette, quand les collectivités empruntent. Et beaucoup de collectivités, dans notre région déjà, ont baissé leur taux de garantie d'emprunt. Et donc, c'est une mesure qui me paraît, moi, importante. Les garanties d'emprunt, l'argent qui est pris, il est pris du livret A. Et l'État garantit le livret A. Je ne vois pas pourquoi on impose de garantir deux fois la même chose. Je pense que là, il y a un point, vous le verrez, hein, on va le rencontrer dans les mois qui viennent. Nous-mêmes, à la communauté d'agglomération de Perpignan, nous avons dû baisser le taux de garantie et les collectivités sur lesquelles se font les programmes sont intervenus un peu plus fortement, sauf que, par exemple, pour ma commune, j'ai un encours de dette, mettons, de 8 millions d'euros. Le seul programme que je fais pour essayer de remonter à 20%, il est déjà de 13 millions d'euros. Et j'en garantis 60%. Donc, et la communauté 40%. Donc, vous voyez de suite les difficultés dès que cette comptabilité, ceci est comptabilisé dans les ratios de la loi Galland. Hein, il faut revoir un peu la loi Galland. Donc là, je pense qu'il y a un problème sur les garanties d'emprunt sur lequel je voudrais attirer votre attention et savoir comment vous comptez répondre à cette question. La deuxième question, c'est sur les conditions d'application de l'amende qui est prévue par la loi du 18 janvier 2013 en cas de carence des communes. Il semble en effet que les services de l'État aient envoyé un certain nombre de calculs qui vont dans le sens d'ajouter, pour faire le constat de carence, un objectif de production de logements pour les 3 derniers trimestres de 2013, en plus du critère de réalisation de l'objectif triennal sur la période 2011-2013 pour les PLH. L'objectif de l'année 2013 serait fixé à 1/12 de l'objectif triennal à réaliser sur les 3 derniers trimestres de 2013. Cet objectif doit-il être entendu comme faisant partie intégrante de l'objectif triennal 2011-2013 ou en est-il un objectif spécifique et donc supplémentaire? Selon les informations transmises par les services de l'État, l'État appréciera au titre d'un éventuel constat de carence le niveau atteint de l'objectif global sur les 3 ans 2011-2013 et le niveau atteint de l'objectif spécifique de 2013. A priori, les communes qui n'atteignent pas les deux objectifs verront leur pénalité majorée par 5. Pouvez-vous me dire si cela est exact? J'ajoute que vous avez précisé, alors j'ai pris moi la conférence de presse, je termine, on a parlé de la baisse de la TVA, enfin le retour de la TVA à 5%, ça c'était quelque chose qui est indispensable, mon collègue Berry Débat s'en est fait l'apôtre, mais bon, c'est un point très important, sauf que dans la conférence de presse et les organismes HLM que j'ai réunis la semaine dernière, j'ai senti qu'ils n'étaient pas pressés de construire parce qu'ils ont compris, eux, que la TVA à 5%, ce serait à partir du 1er janvier 2014. Je dis eux parce que vous avez dit, vous, par rapport vous avez ajouté tout à l'heure dans votre exposé, livrable. Donc ça, il faut vite le préciser parce que dans votre papier de conférence de presse, dans le communiqué, ça n'y est pas.
Donc Merci. il faudra le préciser. Madame la ministre, après d'abord les 9 questions de Madame Schurch et le nombre de questions que vient de lire notre collègue Calvet, je pense qu'il vaut mieux que vous commenciez par répondre là, parce que... Alors, d'abord pour répondre à Monsieur Berry-Debat sur la publication des décrets. Pour le premier décret qui va être publié à la fin du mois de mars, dans les tout prochains jours, c'est le décret sur le foncier public d'État, puis viendra le décret sur les établissements publics, puis celui sur les établissements publics de santé. Donc d'ici au plus tard à la fin du mois de mai, puisque sur les établissements publics de santé, il y a davantage de débats interministériels, l'ensemble des décrets seront publiés. Voilà pour vous apporter la réponse. Donc nous imaginons pouvoir signer les premières sessions appuyées sur la loi dans les prochains jours, en sachant qu'il a déjà été envoyé une circulaire d'explication et d'interprétation au préfet pour pouvoir instruire les dossiers en lien avec les collectivités locales. Pour ce qui est de la liste, le choix qui a été fait est d'arrêter une liste au niveau départemental, liste gérée par les préfets, puisque la centralisation avait donné lieu à des imperfections, pour ne pas dire davantage. Donc je souhaite que les choses soient gérées très directement avec les collectivités locales, ce qui nous permet aussi d'intervenir au niveau ministériel comme une forme de recours dans le cas où les collectivités identifient des terrains qui ne font pas partie de la liste établie par le préfet, mais qui les intéressent pour élaborer un projet. Pour ce qui est du pacte avec l'USH, l'objectif est de construire un pacte d'ici le milieu du mois de mai, j'espère. Les choses avancent bien, conçu autour de 3 volets, un volet patrimonial, un volet social et un volet pilotage. Un volet patrimonial qui note bien les engagements respectifs de l'État, mais maintenant ils sont connus, et celui du monde HLM pour réaliser la production de logements neufs conformes aux engagements du président de la République, et de répondre aux défis du développement durable, notamment par la rénovation thermique, mais pas exclusivement, Madame Schurch. Donc la TVA à 5%, c'est l'ensemble des travaux réalisés par les organismes de logement social. Donc que ce soit des travaux de rénovation thermique ou des travaux de rénovation plus globale, évidemment de réhabilitation ou les travaux de construction. Le volet social, avec un volet pour favoriser l'accueil des plus démunis et notamment des personnes hébergées ou des prioritaires d'ALO. Il y a un vrai sujet de perméabilité entre le secteur de l'hébergement et le secteur du logement social, notamment avec des engagements en matière d'accompagnement qui peuvent être faits par les structures d'hébergement initial, mais il faut absolument que cet objectif du logement d'abord soit mis en œuvre par une meilleure implication des bailleurs sociaux, territoire par territoire. Deuxièmement, un point qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel nous travaillons avec la ministre Vallaud-Belkacem, qui est d'avoir une offre spécifique de logement à destination des femmes victimes de violences. Il s'agit donc là de logements équipés et meublés pour permettre l'accueil en urgence de ces femmes qui n'ont d'autres difficultés que celle de devoir fuir, parfois même avec leurs enfants, le domicile conjugal. Donc il y aura un engagement des partenaires du monde HLM pour pouvoir développer cette offre dans leur parc. Et enfin, d'adapter les loyers aux services rendus et aux besoins de logement des plus défavorisés avec le développement d'une offre spécifique. Nous travaillerons également sur l'amélioration du service rendu aux locataires. Il y a toujours des questions qui se posent dans les relations entre les bailleurs et les locataires. Et enfin, le troisième volet, c'est un volet relatif au pilotage avec l'amélioration de la coopération entre organismes. La question de la mutualisation des fonds propres est un des sujets, mais normalement, elle a déjà fait l'objet d'un engagement pris par, je ne sais pas quel est le terme exact, le comité exécutif de l'USH. Une renégociation de certains objectifs des conventions d'utilité sociale qui méritent d'être revus après quelques années d'exercice. Et enfin, le suivi de la mise en œuvre des engagements du pacte, puisque, comme vous l'avez noté, il ne s'agit pas d'un exercice abstrait, mais bien d'engagements concrets pris de part et d'autre qui ont vocation à être non seulement réalisés, mais vérifiés dans leur réalisation mois après mois. Madame Lamure, la cohabitation entre le dispositif CELI et le nouveau dispositif a existé pendant 3 mois, justement pour permettre le tuilage, en sachant que si nous avons décidé de mettre en place un nouveau dispositif, c'est bien au vu des lacunes et des insuffisances du dispositif CELIer et de son coût pour un service rendu qui pouvait être revu. Je dois pouvoir vous dire quelques mois après la mise en marche du dispositif que l'ensemble des professionnels, après évidemment les hésitations initiales, commencent à voir l'intérêt de ce dispositif, d'autant qu'il a été
ouvert, et je tiens à le signaler, au patrimoine ancien rénové avec travaux d'importance. Donc c'est un dispositif qui permet la construction neuve, mais qui permet aussi de remettre sur le marché du patrimoine ancien en centre-ville. Sur la question de la vente du secteur HLM, je tiens à dire que sur cette question, il est absolument regrettable de considérer que la vente du parc doit se poser uniquement en termes de rentrée financière pour les organismes et que donc cela peut se substituer à d'autres dispositifs. Pourquoi ? Parce que dans un moment où nous devons faire face dans certaines zones géographiques, je pense en particulier au sud de la France, avec des copropriétés des années 80 qui commencent à donner des signes sérieux d'inquiétude au titre de la prévention des copropriétés dégradées, on peut, notamment pour des immeubles qui ne sont pas rénovés, se retrouver en situation de fabriquer, nous avons déjà quelques signes d'inquiétude, des pré-copropriétés dégradées parce que les locataires qui achètent n'ont pas les moyens de faire face à des dépenses très importantes sur des immeubles qui sont des immeubles des années 60 et 70 qui sont des passoires thermiques. Donc je pense qu'il peut être préjudiciable de mettre un certain nombre de familles dans cette situation-là, en sachant par ailleurs que forcément la volonté de se retourner vers le bailleur qui reste propriétaire d'une partie des logements est tentante et que du coup les situations sont parfois extrêmement compliquées. Enfin, pour ce qui est de la TVA, pour le reste du secteur du bâtiment et en particulier les travaux de rénovation thermique. Ce sujet sera évalué et discuté dans le cadre du groupe de travail qui a vocation à réfléchir sur l'application des nouveaux taux de TVA qui a été décidé par les travaux du Parlement. Et le choix qui a été fait, je le redis, en matière de rénovation thermique, c'est d'aller en direction des ménages. Quand on fait le choix d'une TVA à 5%, l'évaluation qui en est faite, une évaluation qui impacte sur moins de 10 000 rénovations supplémentaires, alors que cette prime, qui est d'un montant significatif, aura sans doute un impact pour déclencher plus de 100 000 rénovations dès 2014. Et ça, c'est un élément décisif pour atteindre l'objectif des 500 000 rénovations par an. C'est aussi très directement à destination des ménages, c'est-à-dire que cette prime est mise en œuvre dès les semaines qui viennent et elle sera à destination immédiate des ménages et nous n'aurons pas à attendre le 1er janvier 2014. Donc c'est bien un dispositif, le dimensionnement du dispositif de rénovation thermique qui a été choisi est en direction des ménages et facilite le déclenchement de travaux de manière très rapide par effectivement une réalité, c'est que ce plan est décidé pour les 2 prochaines années, il est très incitatif, il sera très utile pour avoir des débouchés d'activité pour les professionnels, mais aussi pour avoir un impact sur les factures de chauffage qui augmentent dans un certain nombre de logements. Madame Schurch, pour ce qui est du géoportail, le dispositif sera mis en place sous l'égide de l'État, puisqu'il s'agit d'un dispositif qui doit être partagé par tous. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la numérisation des documents par les collectivités existe. Il existe simplement, elle n'est pas interfacée avec le dispositif national. Donc il ne s'agit pas d'un coût supplémentaire, à part quelques rares exceptions. Nous avons un problème technique à lever qui est de choisir le référentiel du cadastre ou le référentiel de l'IGN pour vous répondre de façon très précise, mais c'est la seule difficulté que nous avons à lever. Et ensuite, j'allais dire que c'est simplement un peu une décision et d'imprimer une volonté de lever cet obstacle technique, mais ça n'est pas une question de coût majeur puisque ces documents existent et je dis à part quelques rares exceptions, notamment pour les communes qui n'ont aujourd'hui que des cartes communales, les documents sont déjà numérisés. Pour la transformation des bureaux en logements, la question qui nous avait occupé dans le débat était la question de l'identification de la vacance des immeubles de bureaux. Nous ne sommes pas au bout de ce travail. Pour l'instant, il est extrêmement difficile, je le dis, de pouvoir identifier de façon très précise des bureaux vacants. La réflexion à l'époque était plutôt sur la taxation de ceux-ci que sur leur transformation en logement. Donc nous avons choisi des dispositifs qui seront incitatifs, notamment je pense aux bailleurs sociaux, pour pouvoir acquérir ces immeubles et les transformer en logement. Il faut savoir que pour certains d'entre eux, je pense en particulier aux bureaux des années 70-80, qui sont des bureaux qui n'ont pas des immenses plateaux, qui ont beaucoup d'éclairage naturel, qui sont plus faciles à transformer en logement, qui n'ont en revanche pas de parking en sous-sol et qui sont très coûteux à mettre aux normes de bureaux actuels, c'est le patrimoine que nous visons pour sa transformation. Aujourd'hui, un certain nombre d'investisseurs les conservent en attendant des possibilités d'investissement. Donc nous travaillerons en parallèle, dans le cadre de la future loi, sur cette question de la taxation des bureaux vacants. Toutes les propositions, et y compris celles que vous pourrez faire bien sûr, seront les bienvenues, parce que nous n'avons aujourd'hui
pas les clés précises qui nous permettent, comme pour la taxe d'habitation sur les immeubles de logement, de pouvoir les identifier. J'ai répondu sur la TVA sur le secteur du logement social qui couvre bien l'ensemble du secteur. Pour ce qui est du prêt à taux zéro, l'éco-PLS, le président de la République l'a annoncé, aura un taux de 1%. C'est un taux extrêmement incitatif. On peut difficilement faire mieux. Je peux vous dire que pour l'effet du secteur, il doit y avoir dans le secteur, et les engagements devront être pris et tenus dans le cadre du pacte avec l'USH, pour ces travaux de rénovation, qui là aussi auront un impact très direct sur l'activité du secteur, mais aussi sur les locataires, puisque ce sont des bâtiments dans lesquels les baisses de charges peuvent être extrêmement importantes et rapides. Sur la question du mécanisme d'encadrement du coût du foncier, la lettre de mission que j'ai signée pour le CGEDD, et donc pour qu'il y ait un rapport effectué par des membres du CGEDD, est à ma signature. Et donc elle sera envoyée au CGEDD dans les jours qui viennent, et donc ce rapport commencera à être préparé par le CGEDD, qui est le bon organisme pour mener à bien ces travaux. Sur le guichet unique, vous l'avez dit, je pense que c'est absolument décisif. Le vrai sujet, en fait, c'est vraiment la mobilisation de tous sur cette question de rénovation thermique, c'est-à-dire sur un changement de réflexion, de pratique, et sur cette conviction partagée qu'on peut vraiment avoir une efficacité énergétique très importante par des travaux à la fois d'isolation, de changement des appareils, voire même d'efficacité énergétique active. Je veux donner deux exemples très concrets. Un exemple qui est celui d'une maison, de deux maisons d'ailleurs des années 60, quasiment identiques, des maisons sur demi-sous-sol que vous avez tous vues, assez carrées, avec un toit à 4 pentes, peu isolées. La même maison, 4 500 € de chauffage au fioul, 2 000 € avec une isolation, une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique. C'est-à-dire 200 € d'économie par mois pour la famille qui y habite. Un autre exemple, exactement même type de logement, une maison de 100 m², dont l'extension réalisée fait 50 m², baisse, donc extension de 50 m², et baisse du coût de chauffage avec le changement simplement de la chaudière de 30%. Voilà la réalité aujourd'hui de l'efficacité que l'on peut avoir, c'est-à-dire d'une efficacité sonnante et trébuchante dans un moment où la crise rend parfois la situation sociale des familles de notre pays encore plus difficile. Nous pouvons là avancer de manière extrêmement résolue pour faire baisser les factures dans le budget des ménages. Là, pour le coup, on est sur un investissement autour de 15 à 17 000 € sur les travaux d'efficacité énergétique. Évidemment, sur le coût de construction, dans mon souvenir, on doit être à 1 200 € au mètre carré pour l'extension. Sur les expulsions locatives. Donc, la réponse du gouvernement a été la prolongation pour l'instant de 15 jours de la trêve hivernale. A été une autre réponse qui était de signer le 26 octobre avec mon collègue Manuel Valls une circulaire qui ne rend pas possible le recours à la force publique pour l'expulsion des personnes en situation reconnue prioritaire au titre de la loi DALO, ce qui est important puisqu'il y avait une forme de contradiction à expulser des ménages reconnus prioritaires au titre de la loi. Parallèlement, nous travaillons sur la garantie universelle des loyers. La garantie universelle des loyers aura 3 objectifs. Le premier, celui de faciliter l'accès au logement en levant les obstacles à l'accès, je pense en particulier aux jeunes. Le deuxième, de sécuriser les propriétaires, tous les propriétaires, et en particulier tous ceux qui sont loin de leur logement, qui ne possèdent qu'un seul logement et pour qui la location et la mise en location est une source de complexité et aussi de tracasserie dans l'hypothèse d'un impayé. Donc les propriétaires pourront recevoir de la part de cette garantie le paiement de leur loyer dès le premier mois d'impayé, mais par voie de conséquence, ce signalement dès le premier mois d'impayé permettra une identification très précoce d'éventuelles difficultés sociales et donc de l'intervention en amont pour pouvoir éviter les expulsions locatives. On sait très bien que les filets de sécurité, les dispositifs, le FSL, les dispositifs d'accès au logement social existent, simplement ils ne sont des fois pas activés au moment où c'est nécessaire parce que ces familles enfoncées dans la difficulté hésitent à appeler ou à demander de l'aide. Elles seront, du fait de la garantie, identifiées très en amont et nous pourrons intervenir donc très en amont. Monsieur Calvet, je ne crois pas avoir dit que la loi que vous avez votée aurait pour objectif immédiat la construction de 500 000 logements. Je suis parfois très optimiste, mais assez raisonnable dans le fond sur ce que j'annonce. En revanche,
ça y contribue parce que la cession de foncier public, et ce dès cette année, permettra justement la construction d'un certain nombre de projets qui intègrent du logement social, mais pas seulement. Sur la question de la situation anglaise, moi aussi je suis sensible à ce qui a été fait sur la garantie des emprunts. Je dois vous dire qu'aujourd'hui la situation française n'est moins une situation de problème de garantie des emprunts qu'une question de prix de l'immobilier, qu'une question d'accès au crédit pour des ménages très particuliers, je pense aux femmes seules ou aux familles monoparentales qui font l'objet aujourd'hui d'une situation plus délicate. Donc il ne me semble pas que c'est la bonne clé à utiliser aujourd'hui pour débloquer ce secteur. Je tiens à signaler, et sans aucun esprit de polémique, que les crédits d'impôt des emprunts, d'une partie des emprunts sur l'acquisition de la résidence principale ont participé de l'augmentation du prix de l'immobilier. Tous les éléments qui abondent directement, et ça vaut pour les dispositifs d'incitation fiscale, d'où la limitation sur le montant des loyers, de manière, j'allais dire, évidente sur le prix, ont eu pour conséquence ces dernières années de faire augmenter les prix à la fois à l'acquisition, mais également à la location. Je vous avoue être un peu surprise par votre question sur les garanties d'emprunt des organismes HLM, pour la bonne et simple raison que ces garanties sont donc apportées par les communes, mais en cas de défaillance des communes, par la CG2LS, qui aujourd'hui n'a absolument aucune difficulté à garantir aucun organisme. Oui, mais cette garantie existe, hein, donc cette garantie, oui, et qui est restituée à l'issue, et cette garantie existe et elle ne présente aucune difficulté à être mobilisée. Enfin, pour ce qui est de l'amende, monsieur le sénateur, les choses ont été votées. Il s'agit d'un dispositif sur l'année 2013 qui vise justement à ne pas mesurer le triennal 2011-2013 au titre de la loi votée le 18 janvier, mais bien uniquement l'année 2013, les 2 précédentes années étant évaluées au titre de la loi précédente. Merci, Madame la Ministre. Je crois que ces précisions, en tous les cas, les chiffres que vous avez donnés concernant la performance énergétique ou la rénovation au niveau énergie, je viens de faire un petit calcul. Si on investit 17 000 € sur 15 ans, enfin, même si on empruntait les 100%, alors qu'il y a les 1350 d'apport, on est bien d'accord. Je fais un petit calcul de tête, on doit rembourser sur 15 ans un taux de 1%, ça doit nous mener à 20 000 €, alors que vous parlez d'une économie de 200 € par mois. Et donc, les 20 000 divisé par 15, ça nous conduit à 133 € par mois de remboursement. Et donc, il y a un delta positif. Pour que les gens investissent, d'abord, il faut qu'ils aient la capacité d'emprunter, et c'est là qu'on bute. Mais le calcul que vous donnez démontre que l'économie de charge, enfin de chauffage, peut être avantageux par rapport au remboursement de l'emprunt. C'est à ça qu'il faut arriver, au moins l'égalité, sinon un avantage. C'est le scénario sur lequel nous travaillons. C'est le scénario sur lequel nous travaillons pour mettre en place un tiers financeur qui justement aura la capacité d'apporter les fonds pour pouvoir permettre les travaux en se remboursant sur les économies d'énergie réalisées. Merci, Madame. Monsieur Vaugrenard. Et ensuite, j'ai cru comprendre que Carcassonne voulait la parole. Oui, mais pardon. Ah oui, vous êtes revenu en deuxième semaine, vous? Monsieur Vaugrenard, vous avez la parole. J'ai juste une question et d'abord 3 remarques, préalables rapidement. Je pense que l'ensemble du dispositif qui nous est exposé depuis quelque temps par Madame la Ministre montre le souci d'efficacité, et notamment en direction des publics fragiles, très fragilisés, vous l'avez dit, en direction des ménages également, avec l'incitation aux économies d'énergie. La question qui se posera quand même, c'est avec l'ensemble du secteur bancaire pour voir s'il y aura une facilité aussi à emprunter, ce qui pose un autre problème. Et enfin, la facilité quand même en direction du bâtiment et travaux publics en général, avec les 2 mesures que vous avez évoquées. La pause normative, je crois qu'elle est extrêmement attendue, la pause normative, et la TVA à 5%. On aurait pu gagner 3 mois si on avait écouté la Haute Assemblée voici quelques temps, mais bon, mieux vaut tard que jamais. La question que je pose, c'est par rapport au nouveau dispositif de réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif, donc du dispositif qui porte votre nom.
avec les nouveaux zonages qui parfois posent problème à un certain nombre de collectivités. Et donc je pense qu'il serait intéressant vraiment que des consignes soient données au niveau des préfectures, parce que c'est le préfet qui, dans un premier temps, donne un avis pour qu'il y ait un maximum de souplesse et qu'il soit tenu compte de quelques particularités suivant les localisations. Je vais vous citer un exemple. La ville de Saint-Nazaire actuellement a 26% de locatif social. Elle se dirige systématiquement dans les différents programmes à hauteur de 30%, avec à la fois locatif réalisé par les bailleurs sociaux, à la fois l'accession à la propriété pour les propriétaires qui n'ont pas forcément énormément de moyens, et le souhait, c'était bien entendu que le dispositif du FLO puisse entrer dans ces trois offres en quelque sorte. Or, Saint-Nazaire est passé en zone, curieusement en zone B2, et du coup, ça pose des difficultés de financement et d'accessibilité par rapport au locatif privé. Donc, le souhait et la demande forte des élus de cette ville, mais je cite cet exemple, mais j'ai rencontré d'autres exemples ailleurs. Hein. Je dirais, c'est un sujet d'école en quelque sorte. Donc, la question, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir un minimum de souplesse pour proroger, si possible, le dispositif qu'il l'a été pour ce qui concerne cette ville jusqu'en juin 2012, pour que ce soit prorogé jusqu'en 2016. Mais ce n'est pas un cas particulier, je le souligne, ça existe dans d'autres villes, de manière à ce que le logement locatif privé maîtrisé fasse partie de l'offre qui existe. Par ailleurs, la particularité de ce secteur, c'est qu'en plus, il va bénéficier de commandes importantes au niveau de la construction navale, de développement de l'aéronautique également, qui n'existe pas qu'à Toulouse, parce qu'il y a des tronçons qui sont réalisés à Nantes et Saint-Nazaire, avec la possibilité d'avoir de nouvelles constructions de logements. Et du coup, la tension qui existait peu, voici 6 mois ou 1 an, risque d'exister et d'être plus forte. Par ailleurs, la proximité d'un littoral attractif risque d'accroître cette tension, même si elle est différente de la tension qu'on peut évoquer habituellement par rapport uniquement au locatif social. Donc bref, est-ce que vous pensez qu'il est possible, dans le cadre de ce dispositif et de ce nouveau zonage, d'avoir un minimum de souplesse et d'entendre les élus lorsqu'ils font une demande particulière de modification de zonage ? C'est prévu par dérogation par le préfet, hein, mon cher collègue. Monsieur Courteau. Merci, Monsieur le Président. Oui. J'ai l'habitude de dire que le principal gisement d'énergie en France était celui des économies d'énergie. Je le redis encore aujourd'hui et j'ajoute qu'il est d'importance dans le secteur du logement. Donc, Madame la Ministre, excellente initiative que celle qui consiste à mettre l'accent sur les économies d'énergie, ce qui constitue par ailleurs un formidable gisement également d'emplois. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur le redimensionnement du CIDD, le crédit impôt développement durable? Je vois que des précisions me paraissent utiles car le CIDD est un instrument effectivement intelligent, mais qui a été réduit au cours de ces dernières années d'une façon, à mon avis, trop importante. Vous avez dit qu'il serait cumulable avec l'éco-PTZ, et c'est une excellente chose. Deuxième question, la précarité énergétique. Ça, c'est un vrai problème. Des mesures ont été prises dans le cadre de la loi vers la transition, loi qui est entre les mains du Conseil constitutionnel d'ailleurs, avec l'extension des tarifs sociaux à 8 millions de personnes et la trêve hivernale. Bon, il n'en reste pas moins que l'accompagnement des ménages dans la rénovation de leur logement et notamment des fameux logements passoires s'avère être une nécessité. Vous avez annoncé 1000 ambassadeurs. Ça, c'est une bonne réponse. Simplement, question, est-ce que ce nombre sera suffisant si on le rapporte au niveau de chaque département? Merci. Comme monsieur le n'est pas prêt, monsieur Marc Denis. Oui, Madame la Ministre, vous savez, je suis élu d'un département où on n'est plus en secteur tendu, on est en secteur hyper tendu. Bien. Et quand je vois les mesures qui sont actuellement en discussion ou en proposition,
j'allais dire, merci et bravo, parce que derrière, c'est un frein au développement économique qui est colossal, d'abord, hein, le problème du logement, et deuxièmement, ce sont des drames humains. Mais pour être beaucoup plus... On n'a pas le temps, j'irai très concrètement à trois sujets. La première, des mesures administratives à simplifier, que ce soit en termes de développement économique ou en termes de logement. Nous arrivons aujourd'hui à une situation qui est intenable. Surtout dans des départements où vous avez, c'est mon collègue Courteau, où vous avez la loi montagne qui rejoint la loi littorale, où vous avez des vallées qui rentrent dans la mer, cela devient aujourd'hui ingérable. Quand vous avez en plus des secteurs où les PPRIF ont été faits il y a de cela quelque temps et où il y a un blocage objectif, RGPP oblige, puisque les services de l'État disent nous n'avons plus le temps, pour mettre en révision les PPRIF, on a aujourd'hui un gel du territoire dans des communes qui, au-delà des problèmes de volonté politique ancienne ou actuelle, où il y avait une volonté de ne pas faire de logement social, sont aujourd'hui devant une très grande difficulté. Donc j'aimerais, Madame la Ministre, qu'il y ait, à travers un interministériel et des consignes qui soient données aux préfets, pour que très rapidement, on puisse avoir des libérations qui s'effectuent par des procédures administratives en ce sens, que ce soit au niveau des PPRIF et des certains nombres même transitoires, mais à un moment donné, qui puissent... je vais prendre juste un exemple. Simplification de l'urbanisme. L'ABF est réputé favorable au bout de 2 mois. Très bien. Dans un périmètre inscrit. Je le vis très directement sur ma commune. Qu'est-ce qui se passe? On a toutes les instructions qui sont arrivées, saisine de l'ABF. Il n'a pas le temps, il n'est pas en périmètre directement inscrit, mais il a l'avis qui doit être donné. C'est pas stratégique à cet endroit. Bien, qu'est-ce qu'il fait? Il ne donne pas. Résultat, nous attendons que l'avis soit réputé favorable, c'est-à-dire le délai d'instruction prend 2 mois au lieu du mois précédent qui est dans les... Alors, je prends des petites mesures comme ça, très simples, qui bloquent. Je pourrais développer avec les ZAC, j'ai juste une absurdité sur une ZAC, 100 000 m² chaudes. D'accord? On passe au dossier après 4 ans de bagarre et une DUP valant mise en compatibilité du PLU pour 100 000 m² chaudes. On va enfin pouvoir passer au dossier de réalisation d'ici 1 an et on fait une étude environnementale globale, étude d'impact. On a tous les éléments. Très bien. Parfait. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour où il y a le dépôt du permis de construire, où il y a une surface commerciale qui fait environ supérieure à 40 000 m² chaude, alors qu'elle est prévue totalement dans l'étude d'impact initiale, dans le projet où tout a été fait, eh bien, le pétitionnaire va devoir refaire l'étude environnementale puisqu'on en a les procédures. Eh bien justement, si ça, après les ordonnances, nous arrivons à l'enlever, et j'espère que ce n'est pas en étude cas par cas, parce que je me méfie de l'amendement étude cas par cas qu'il y a au passage, eh bien nous pourrons gagner 1 an parce que l'étude en question prendrait 1 an. Je pourrais développer, on n'a pas le temps, je voudrais conclure par un 3e point sur la vente HLM. Sur la vente HLM, tout à l'heure, qu'est-ce qui a été dit? Cette question peut être importante pour la vente aux locataires de leur propriété, pour concourir à une certaine forme de mixité sociale. Pourquoi? Parce que dans ces habitats qui sont en train de vieillir, dans notre secteur, ça date des années 70. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons progressivement une paupérisation, parce que les couches les plus aisées de ce logement social s'en vont, et les personnes entrantes, d'où une déqualification, entre guillemets,
et une perte de mixité sociale dramatique. La seule réponse que nous avons pu aujourd'hui apporter, elle est par une vente du patrimoine en partie. Mais, et c'est là où je voulais venir, deux contreparties essentielles. Un, rénovation énergétique et travaux préalables. Sinon, qu'est-ce qu'on a en amont? Sinon, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le problème de la copropriété dégradée. Et j'aimerais que dans les procédures que vous mettez en place, cela puisse y figurer quelque part. Le deuxième élément, c'est une batterie, on l'a mis ça dans une charte avec les bailleurs, qui implique la collectivité locale, qui fixe les montants de la décote, puisqu'on a la possibilité entre plus et moins 35%, on s'est calé sur les 30-35, en contrepartie aussi des rénovations qui sont faites. Clause antispéculative pour éviter des effets d'aubaine et de revente avec un droit de préemption qui demeure à la collectivité ou dans les mains du bailleur, et accompagnement par syndic de gestion, accompagnement sur la partie de gestion. Et voilà, on n'a pas le temps. Je vous mettrai tout cela, mes chers collègues et Madame la Ministre, dans une note à votre disposition. Merci. Je croyais que c'était un match entre Madame Church, Monsieur Calvet et Monsieur Denis. Non, c'est plus que ça. Monsieur Lenoir. Oui. Non, excusez-moi, mon cher collègue, mais vous étiez sorti au moment où je regardais les demandes de parole. Vous revenez, allez-y. Monsieur le Président, pour être excusé, je dois tout dire de ma vie privée. Vous voulez vraiment savoir? Bon. Non, je crains pire. Je vais parler à Madame le Ministre le fait de savoir que j'étais dans un autre groupe d'études qui s'occupait du cheval. Voilà. Alors, Madame la Ministre, j'ai deux questions à vous poser. Le programme ambitieux que vous avez affiché en ce qui concerne la rénovation des bâtiments, la performance énergétique, suppose que les entreprises soient au rendez-vous. Les entreprises du bâtiment, mais également les entreprises qui proposent et installent des appareils, dont la pompe à chaleur, mais combien d'autres, y compris les hélices qui sont censées apporter des kilowatts et des kilowatts. Bon. Alors, je voudrais simplement vous poser la question de savoir s'il n'est pas judicieux, je le fais vraiment dans un sens constructif, comme d'habitude d'ailleurs, qui consisterait à ce qu'il y ait un travail de fond mené avec votre collègue à la fois de l'Éducation nationale, mais surtout celui qui est en charge de la formation professionnelle, de l'apprentissage, pour que d'abord les entreprises puissent former des jeunes, des moins jeunes, à ces nouveaux métiers, on peut parler de nouveaux métiers, et que ensuite puisse être accordé, je dirais, une sorte de label permettant aux consommateurs de savoir à qui il a affaire. Le nombre de fois où vous êtes devant des personnes qui se sont fait avoir, un technico-commercial qui n'a ni rien de technico ni rien de commercial, sauf qu'il vend des appareils qui ne sont pas forcément performants, et ces gens se font avoir, et souvent en sont victimes des personnes plus modestes et des personnes âgées. Deuxième question, alors qui est très ponctuelle, Madame la Ministre, j'ai participé à l'inauguration d'un lotissement, de la mise à disposition par un organisme HLM d'habitation qui avait été très bien conçue, très bien construite. Et alors, m'a été posé le problème suivant concernant le label BBC, sur les bâtiments performants. En l'occurrence, ce label n'a pas été accordé parce que les maisons étaient chauffées à l'électricité, avec des appareils d'ailleurs sur lesquels tout le monde convient qu'il y avait une performance qui était au rendez-vous. Et le refus a été opposé parce qu'il aurait fallu que ce soit du gaz. Il eût fallu que ces maisons fussent chauffées au gaz pour que... Bon. Or, dans le milieu rural, il n'est pas facile d'avoir le raccordement au gaz. Alors, si vous infirmez, parce que lorsque nous avons reçu, Madame la Ministre, le président de Habiter Mieux, je lui ai posé ce problème. Il avait convenu que
la réglementation avait été trop loin, avait dit le balancier est allé trop loin, il faut revenir du bon côté. Donc j'avais cru comprendre en l'écoutant que le problème posé avait quelques fondements. Alors, Madame la Ministre, je vais être clair avec vous, je n'attends pas forcément une réponse maintenant. Si je l'avais après cette réunion, j'en serais évidemment très très satisfait. Si, Monsieur Dillin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci pour ces mesures qui me paraissent toutes très, très importantes et efficaces. Mais si j'avais une mesure à retenir, c'est évidemment la TVA à 5%, en me souvenant à la suite de Claude Berry-Debat que nous étions un certain nombre de sénatrices et de sénateurs à plaider très vivement, ça nous a été un peu reproché, pour cette mesure, et je pense que c'est bien qu'elle arrive enfin, je dirais. Mais ces mesures ont une double efficacité. Elles sont à la fois, elles vont permettre la construction de logements, c'est-à-dire de dire oui à des gens qui demandent de logement, ce qui est déjà énorme, mais elles vont effectivement, comme vous le disiez, relancer le secteur du bâtiment et cette relance des entreprises du bâtiment non délocalisables pourrait peut-être, à mon sens, s'accompagner d'une espèce d'esprit, non pas de donnant-donnant, mais presque, c'est-à-dire qu'il faudrait inciter, pour le moins, les maîtres d'ouvrage à inscrire des clauses d'insertion sociale dans leurs appels d'offres, parce qu'il est quand même assez dommageable de voir des palissades et des grues arriver dans des secteurs où le chômage est très important. C'est malheureusement souvent là que le logement social se construit et que la population locale n'en bénéficie pas. Elle passe à côté des palissades, mais elle n'en bénéficie pas. De même, pour les petites entreprises ou les entreprises de taille moyenne qui souvent voient le marché pris par des entreprises générales. Après, elles peuvent rentrer par une sous-traitance, mais qui étrangle un petit peu. Donc peut-être, je sais que c'est difficile pour avoir été moi-même maître d'ouvrage, mais peut-être leur demander aussi d'allotir leurs appels d'offres de façon à ce que des entreprises locales puissent aussi participer à cette relance. Je vous remercie, Madame la Ministre. Ça devrait être une règle générale, l'allotissement. Monsieur Labbé. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, deux mots de satisfaction d'abord, ensuite un questionnement et ensuite porte-parole d'un mécontentement. La satisfaction, d'abord votre détermination, Madame la Ministre, sur ce sujet qui est un sujet d'urgence et l'efficacité générale proposée par les mesures qui nous sont proposées. Aussi, lorsqu'un ministre nous fait une promesse, on attend de voir. Madame la Ministre, Claude Dillin, Isaïta tout à l'heure, on a eu une soirée un peu difficile en séance lorsqu'il s'agissait l'année dernière de débattre de la TVA sur le logement social. C'était tendu et difficile. Je ne vous sentais pas à l'aise non plus. À la sortie, vous aviez promis que dès 2013, les choses seraient rétablies, ce qui a été fait. Donc c'est motif de satisfaction. Un questionnement par rapport, qui va dans le sens de ce que nous a dit le collègue Yannick Vaugrenard tout à l'heure, dans l'application des possibles dérogations du dispositif qui porte historiquement votre nom maintenant, le dispositif du FLO. Donc il y a les zones A et B1, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du zonage B2, il y a des territoires qui sont communautés d'agglomération, qui ont un PLH. Donc là, les services déconcentrés de l'État en région ont mené un travail pour voir quelles étaient les communes les plus tendues, sachant que toutes les communes ne pouvaient pas être éligibles. Et on se rend compte là que par rapport à l'esprit du PLH, l'application stricte sur les communes les plus tendues parmi les tendues va faire quelque chose d'extrêmement injuste, à savoir les communes de première couronne qui sont moins tendues que les communes urbaines, ont dans la pratique maintenant le fait en centre-bourg ou en centre-petite ville, de faire du collectif, comme c'est demandé en termes de densification. Et dans le collectif, la mixité, il y a le logement social, il y a le logement en accession et il y a le locatif privé qui contribue à l'économie générale. Alors, deux agglomérations que je peux représenter ici, Vannes et puis Lorient, Cap-Lorient. Cap-Lorient demande à ce que ce soit l'ensemble du territoire couvert par le PLH qui soit pris en compte et propose en mesure d'économie, parce qu'il faut aussi trouver les moyens,
au lieu du fait que ce soit 80% des logements qui bénéficient du dispositif, qu'il n'y ait plus que 50% sur ces territoires-là. Je ne sais pas si c'est applicable, de telle sorte que cette mixité-là, elle puisse être plus partagée entre les communes étant sur le même PLH. Voilà, je me ferai auprès de vous plus explicite prochainement. Et le mécontentement, c'est un collègue maire. Lorsque l'on est maire, lorsqu'on arrive maire, on arrive avec une situation donnée. Donc élu en 2008, une équipe avec beaucoup de retard en logement social, des efforts énormes à 30% sur toutes les opérations et des efforts financiers de la collectivité également pour rattraper le retard. Et arrive sur 2013 une pénalité de 50 000 € et mon collègue maire me fait savoir, mais c'est autant qui n'ira pas dans le logement social. Donc il demande à voir s'il y a possibilité d'une dérogation. Merci. Bon. C'est auprès du préfet. Ok. Bon. C'est pas possible, ça. Non, il y a une erreur quelque part. C'est déductible des subventions qu'il apporte. Donc s'il subventionne des des opérations, il ne paye pas de... Non. C'est pas possible. C'est pas, oui. Ouais. Merci. Non, mais c'est bien tenté, mais c'est faux. C'est pas Joël, c'est pas Joël. Non, mais Madame Nicot. Oui, Madame la Ministre, certainement qu'un certain nombre des remarques que je vais faire, vous avez déjà apporté des réponses. Vous avez commencé votre entrevue en nous disant que le secteur du bâtiment était en situation difficile alors que nous avions besoin de logements sociaux et donc qu'il y a deux choses qui doivent se rencontrer. Et vous avez insisté sur le fait qu'il était difficile pour les personnes d'accéder aux logements de qualité dans les zones tendues. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il est aussi très difficile dans certaines zones qui ne sont pas tendues, c'est-à-dire les zones rurales, d'accéder à du logement de qualité. Et dans cette mesure, la TVA à 5% s'appliquera-t-elle à la rénovation de l'habitat dans des zones peu denses, dans les zones non tendues, où le logement social, c'est aussi le logement des petits propriétaires qui n'ont pas les moyens souvent de faire des travaux. Et cela pose la question, ce ne sont pas des logements qui sont qualifiés de logement social, mais ils sont souvent propriétaires, mais avec des très très faibles revenus. Et je pense qu'il serait bon de prendre en compte les revenus des propriétaires dans la définition du logement social et de ceux qui peuvent bénéficier de ce taux à 5%. Et mon autre question, elle avait trait aux ambassadeurs de la performance énergétique. Dans quelle collectivité ou dans quel organisme seront-ils amenés à être hébergés de manière à ce que les demandeurs puissent avoir accès à leurs services facilement. Et enfin, je rejoins mon collègue Lenoir quant à la formation. Je crois que c'est une priorité concernant les métiers du bâtiment pour pouvoir répondre de façon correcte aux travaux qui sont à mener dans les différentes rénovations et travaux de performance énergétique. Merci. Mais, mes chers collègues, je pense que nous poserons la question à M. Dominique Braille demain concernant l'hébergement des ambassadeurs. Je pense que l'ANA pourrait être un site privilégié. Enfin, je ne sais pas. On leur posera la question. Et j'attends votre réponse aussi, Madame la Ministre. Le dernier intervenant, et pas le moindre, M. Mirassou. Très rapidement et en marge du débat, Madame la Ministre, même si vous l'avez abordé un petit peu, moi je vais évoquer le logement d'urgence, qui est une préoccupation singulièrement en milieu urbain, qui taraude tous les élus locaux. On connaît ces familles qui vont de logement en logement, souvent qui n'en trouvent pas du reste, où on explique que d'un côté c'est les élus locaux et de l'autre non, c'est des ressorts de la préfecture et de l'État. Et total, ça finit avec l'implication active et déterminante d'un certain nombre d'associations par l'occupation illicite d'un local, ce qui n'arrange ni ceux qui occupent illicitement un local et encore moins ceux à qui appartient un local. Je voudrais savoir où vous en êtes, Madame la Ministre, dans votre réflexion sur ce dossier. Monsieur Lou, pardon. Monsieur Bertrand. Exactement. Ça, en présence de Madame Duflot. Oui. Monsieur le Président, c'est pas gentil pour moi. Ni pour les loups. Non, mais vous avez seul la parole.
Comme vous êtes arrivé en Ouais, retard. très rapidement, mais j'ai suivi tout le débat de mon bureau. C'est retransmis. Ah si, je peux citer, monsieur le Président, y compris vos calculs approximatifs sur les 17 000, 20 000 et les 133 € que nous aurions à rembourser mensuellement, mais je me suis dit, ça se voit que c'était un universitaire, c'est à peu près exact. Non, je vous remercie, monsieur Bertrand. Vous pouvez poser vos questions. Une simple question, en me plaçant non pas du côté des propriétaires, des bailleurs, et pratiquement pas des particuliers, c'est-à-dire du côté des entreprises. Moi, je trouve que tout ce qu'a fait Madame la Ministre est excellent. Et simplement, du côté des entreprises, alors, dans les zones où il n'y a pas d'autre économie, finalement, que ces petites et moyennes entreprises du bâtiment et des travaux publics, et où finalement la commande publique s'est réduite, celle des collectivités territoriales, les procédés ou les procédures incitatives avec des dispositifs favorisant la construction, type loi Sélier ou tout ça, se sont réduits, et ils sont extrêmement désemparés. Or, dans des zones fragiles, ça constitue l'essentiel de nos entreprises. C'est des petites entreprises ou des moyennes qui vont de 5, 10, 15, 20, 30 employés. Et eux, ils ne font plus de programme. Et donc, alors qu'ils soutiennent grandement l'économie, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux, Madame la Ministre, sachant qu'ils produiraient aussi des logements moyenne de gamme? Ça rejoint un peu la question de ma collègue Madame Micou, et qu'il faudrait trouver un procédé incitatif, parce que là, il en va alors après, non pas de l'économie d'énergie et du logement lui-même, mais il en va de l'emploi pour nos petites zones. Parce qu'on n'a pas d'industrie de remplacement. Dans les grandes agglomérations, en ville, il y a une économie différenciée, multiple. Il y a un pan qui est en souffrance, d'autres prennent le relais, par exemple les services aux personnes. Nous, en zone très rurale ou hyper rurale, on la passe. Alors il faudrait peut-être, Madame la Ministre, puisque vous faites preuve d'inventivité, à cet égard, inventer aussi quelque chose. Merci, Madame la Ministre. Avec cette salve de questions... Alors, Saint-Nazaire. je vais répondre à la fois pour Saint-Nazaire, Vannes, Lorient et le club des B2. Exact. Donc, quand même, ce qu'il faut se dire, c'est pourquoi nous avons abouti à cette situation. Pour une raison très simple, c'est que le constat qui a été fait sur le cellier, c'est qu'on a abouti à des situations qui sont des situations critiques. J'ai aussi des élus, alors évidemment ils le disent moins, qui m'expliquent qu'ils sont très ennuyés parce qu'il y a des opérations qui font concurrence au logement social, parce que les propriétaires sont tellement désespérés de ne pas louer et donc du coup de perdre leur défiscalisation, de se retrouver en situation, pas de surendettement, mais en situation de très fragile financièrement, qui sont prêts à louer à n'importe quel prix, du coup dans de mauvaises conditions, des immeubles à moitié vides, je vous passe les détails. Donc il y avait vraiment la nécessité pour nous d'être très vigilants pour qu'on construise des logements et pas des opérations de défiscalisation. Là, les choses sont très claires sur la volonté du gouvernement. Donc ça, c'est un point important. Quand même, pour dire les choses, aujourd'hui, au moment où nous parlons, toutes les communes B2 sont éligibles au dispositif. Avant le 30 juin, Oui, mais ça, c'est la réalité, justement, pour ne pas qu'il y ait un effet d'à-coup très brutal. Vous parliez, Madame Lamure, de transition. Nous l'avons fait de la même manière pour la question des zones B2. Avant le 30 juin, les préfets doivent prendre des arrêtés relatifs aux communes qui resteront éligibles en zone B2 et elles le seront jusqu'au 31 décembre 2013. L'objectif, en lien avec les observatoires, c'est d'avoir un pilotage très fin. Donc de pouvoir juger justement par rapport à ce que vous indiquez, Monsieur Labbé, sur la proposition de la commune de Lorient. Alors, inventer des dispositifs spécifiques avec 50% de non, c'est intéressant sur le papier, c'est très très compliqué à gérer d'un point de vue national. Donc l'idée qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de pouvoir piloter finement les communes par le biais des observatoires, c'est-à-dire d'avoir des critères qui se déploieront sur les territoires sans avoir besoin de remonter à des zonages. C'est bien tout l'objectif du système d'observatoire des loyers, de pouvoir piloter tant l'encadrement des loyers, en cas de nécessité, y compris de le resserrer sur certains territoires, que ces questions d'autres dispositifs, d'avoir un pilotage fin et réactif de la politique du logement. L'objectif est donc, après le déploiement d'ici la fin de l'année des observatoires, qu'au 1er janvier 2014, le dispositif s'applique en fonction
pas d'un nouveau zonage, mais bien de critères retenus, y compris en matière de tension sur le logement intermédiaire par exemple, territoire par territoire. Donc voilà la réponse que je peux vous faire. Aujourd'hui, le dispositif s'applique en zone B2 jusqu'au 30 juin. À partir du 30 juin, il faut une dérogation signée par le préfet. Et à l'issue de cette dérogation au 1er janvier 2014, nous nous appuierons sur les observatoires. Nous réfléchissons parallèlement à la possibilité... Voilà pour l'audition de la ministre Cécile Duflot sur le plan d'urgence en faveur du bâtiment et sur la question de la rénovation thermique. À suivre l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, qui reçoit ce soir le président du MoDem, François Bayrou. Bonne soirée à tous.